Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, j'ai pu échanger avec Benoît Murer, Customer Success Manager France chez Chanable. Ensemble, nous avons parlé digitalisation et numérisation pour comprendre quelles étaient aujourd'hui les bonnes pratiques pour vendre en ligne, mais aussi pour gérer sa stratégie omnicanal. Bonjour Benoît, merci de participer à ce podcast en ma compagnie. Alors on va parler de beaucoup de choses, mais est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter, nous rappeler aussi un petit peu ton parcours et nous parler de tes périmètres d'action chez Chanable? Bonjour Charles, bien sûr, ravi d'être ici. Alors, comme tu as dit, je suis Benoît Murer, chez Chanable ou Chanable. Je suis Customer Success Manager pour le marché français. Ça veut dire que du coup, je suis en responsabilité des 200 plus grands comptes francophones de l'entreprise. Et j'accompagne mes clients notamment sur des aspects plutôt stratégiques. On va parler d'acquisition de nouveaux clients, on va parler de développement d'activités, de lancement de nouveaux canaux, autant sur une partie SEA que marketplace ou réseaux sociaux. Et pour mon parcours, du coup, j'ai été avant dans le secteur des ESN, donc ce qui était anciennement les SS2I, c'est-à-dire en gros des sociétés qui font du placement de personnes et de compétences en entreprise, notamment sur les parties IT. J'ai travaillé avec un gros acteur de la grande distribution sur son infrastructure IT et j'ai aussi développé des comptes sur de l'intelligence artificielle, sur de la BI, sur plusieurs secteurs et même des mutuelles professorales, donc quelque chose d'assez large, mais toujours en fait dans la transformation des systèmes d'information de mes clients. Très bien, je te remercie pour ton introduction. Alors juste, j'avais une petite question avant qu'on continue et que tu nous présentes Chanable. Justement, on dit Chanable ou Chanable? J'ai entendu les deux déjà. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu un petit moment sur ça. C'est qu'en gros, globalement, officiellement, on est chainable parce que on est aux Pays-Bas. On est une société néerlandaise. Donc moi, je suis français expatrié aux Pays-Bas et vu que je travaille pour le marché francophone en tant que français, bien sûr, du coup, en général, on dit Chanable pour faciliter tout ça et éviter les anglicismes. Mais les deux sont acceptés. D'accord, et écoute, je vais te demander de nous présenter Chanable, du coup, et peut-être nous parler un petit peu aussi de vos clients, qui sont-ils? Bien sûr, du coup Chanable, nous en gros on est une solution SAS, donc un logiciel qui aide les e-commerçants, peu importe leur niveau, donc qu'ils soient vraiment novices ou beaucoup plus expérimentés, à automatiser leur présence sur Internet et centraliser les informations. Donc on va aider nos clients sur la gestion de flux à proprement parler. C'est-à-dire sur la diffusion, sur la centralisation, sur les remontées de commandes. On va aussi avoir une partie sur toute la récupération de data et l'utilisation de celle-ci pour pouvoir s'améliorer ses performances. Et on va aussi, du coup, pas simplement les aider, mais du coup, à essayer de faire en sorte que leur performance soit la plus optimale possible. Après, pour les industries, on va plutôt travailler, en fait, globalement avec des retailers. Ça va quand même être notre cœur de cible, même si techniquement, on peut travailler avec tout type de produits et de services. Par exemple, notre plus gros client francophone, il est justement dans le tourisme et on les accompagne sur leurs annonces Google Ads, sur les annonces Performance Max, qui sont quand même deux choses qui vont souvent toucher des clients qui ne sont pas retail, donc que ce soit le tourisme, comme je disais, ou des agences immobilières, ou même encore des agences d'intérim avec qui on a parfois des contrats globaux et internationaux. Ok, très bien. Alors du coup, on est là sur ce podcast et sur cet échange pour parler un petit peu de la digitalisation du commerce. On viendra là-dessus en détail un tout petit peu plus tard. Avant ça, peut-être en guise de contexte ou pour finir l'introduction, depuis plusieurs années, maintenant, c'est plus vraiment une surprise. Donc il y a plusieurs crises qui ont vu le jour. On peut parler là, tu vois, des crises économiques, l'inflation, l'écologie aussi qui est très présente. Et ça arrive après la crise sanitaire de la Covid-19 que tout le monde a encore en tête, qui a touché la France en 2020. Et qu'est-ce que cette crise du Covid-19 ou ces crises un petit peu plus récentes ont changé pour toi et pour l'écosystème du e-commerce, de ce que tu vois de ton côté? Ouais, là, différent de ce que tu parles, je pense que les résultats et les conséquences ont été très différentes en fonction de laquelle on parle. Bien sûr, la première qui vient en tête sur le e-commerce, on a vu partout que la crise sanitaire, au final, ça a été plutôt une très bonne chose pour la croissance du secteur du e-commerce. Terrible d'un point de vue humain, d'un point de vue de beaucoup de points de vue, mais du point de vue de la croissance du e-commerce, c'était plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant de voir que depuis que l'économie et la vie revient un peu à la normale, la croissance revient même
plus ou moins à la même. C'est-à-dire qu'il y a eu une très très forte croissance supplémentaire, une croissance déjà très forte. Et là, on revient à la croissance simplement forte, si j'ose dire. Et même, je sais que j'ai quelques clients que je ne permettrai de pas nommer, qui ont même eu plutôt une baisse un peu plus forte que ce qu'ils avaient avant la crise. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, cette crise a surtout poussé énormément de e-commerçants, enfin de commerçants tout court, justement, à se dire bon, ça fait longtemps que j'ai le projet d'éventuellement être sur Internet, je suis encore un peu dans le doute, je sais pas, je suis sûr que j'ai le budget, je suis pas sûr que j'ai les compétences. Ils se sont dit bah maintenant là c'est devenu quelque chose de vraiment vital, donc du coup il faut que j'y aille maintenant. Et du coup on les a aidés de ce point de vue-là, on a essayé de faire en sorte qu'ils soient le plus présents et ça a assez bien marché pour beaucoup d'entre eux. Et je pense que bah du coup ça a relancé quand même une sorte de second cycle. Comme je dis, la croissance est quand même encore aujourd'hui très présente et je pense que maintenant qu'il y a plus de gens qui sont devenus adeptes de la présence sur Internet, ils commencent petit à petit à convaincre de plus en plus les plus réfractaires. Et voilà, après bien sûr, comme je disais, vu que je te donnais l'introduction, les clients qu'on peut accompagner, c'est vrai que là je te parle principalement des retailers. Il y a des industries comme le tourisme, encore une fois, qui étaient déjà présents. C'est vrai que vu qu'il y avait des confinements, plus personne ne sortait du pays, voire même de leur maison. C'était compliqué de partir en voyage et eux ça a été plutôt un problème et ça a plutôt été au contraire l'arrêt total de toute présence sur Internet. Donc suivant le secteur, bien sûr, ça change, mais voilà, ça a été quand même quelque chose d'assez fort ou très intense pour les acteurs du e-commerce. Tu posais la question du coup du point de vue de la crise sanitaire et aussi du point de vue de l'inflation. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas eu personnellement de chiffres qui parlent de l'impact sur les ventes vraiment du e-commerce en lui-même, très précisément. Mais il me paraît bien entendu plus que probable que ça a eu un impact. Tout le monde aujourd'hui voit son budget fondre un peu au soleil, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Il y a eu voilà tous les choses qui ont été faites pour maintenir les emplois, qui ont fait que les trésoreries ont un peu fondu et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on a très probablement un peu moins de croissance de ce point de vue-là. Mais du coup c'est vrai que là, vu que comme je disais, l'économie repart assez fortement. Les gros événements tels que le Black Friday, Noël, les French Days ou encore les soldes sont vraiment des sujets qui sont vraiment encore plus importants que jamais pour les clients que je peux accompagner. Et ils veulent vraiment pouvoir continuer sur la belle montée en force qu'ils ont pu faire en 2021. Et surtout qu'en fait, je vois beaucoup de mes clients aussi qui vont faire des actions spéciales sur Internet avec des codes promo, avec des réductions qui sont disponibles que sur leur site web, que sur certaines marketplaces, ce qui permet du coup d'essayer de soutenir cette croissance malgré l'inflation pour en fait rediriger les canaux, l'endroit où ils arrivent à atteindre leurs clients et faire en sorte que ça devienne vraiment une grosse partie de leur activité. Ouais. Il y aura peut-être plus de répercussions, ce sera peut-être plus visible, justement après tous ces événements que tu viens de citer par rapport aux crises plus actuelles. Et puis ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais justement sur la crise Covid et le tourisme, nous chez E-Commerce Nation, on publie très régulièrement le top 100 qui répertorie par catégorie d'activités les sites internet les plus visités. Et on voit très bien que le tourisme, c'est vraiment en grosse croissance depuis justement tous ces déconfinements et à partir du moment où on a pu revoyager et rebouger. Donc voilà, le tourisme, voilà, c'est un très bon exemple. Dans les deux sens, il y a eu beaucoup de points positifs d'un point de vue business et e-commerce de la Covid. Bon, pour certains secteurs comme le tourisme, c'était un petit peu plus compliqué. Mais on voit que ça repart, donc ça reste positif. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pu en parler avec beaucoup de gens et même tous les acteurs que je peux connaître, qu'ils soient clients ou non, des amis, de la famille, peu importe. On parle vraiment d'une croissance qui remonte à 2019. Donc on est reparti vraiment sur des bases solides. Tout le monde avait gardé son argent un peu du confinement, je pense, pour pouvoir se lancer sur ces vacances qu'ils n'ont pas pu faire. C'était sûrement ça l'idée. Donc du coup, cette crise et même, je dirais même au pluriel, ces crises, elles ont, comme on le disait un petit peu tout de suite, fait évoluer le secteur du e-commerce, mais aussi du retail. Alors ma question suivante, elle va peut-être être un peu simple, un petit peu bête, mais au final, comment vendre aujourd'hui ? C'est loin d'être une question si simple que ça. J'ai eu, moi personnellement, grâce à mon travail, l'opportunité de rencontrer quand même un certain nombre d'acteurs, comme j'ai pu le dire. Alors c'est vrai que nous, on accompagne, de par notre business model et notre histoire, on a eu souvent plutôt un positionnement sur des petites et moyennes entreprises, même si on se développe de plus en plus sur des très grands. Je te parlais de contrats globaux et internationaux, et qui vont essayer simplement de se lancer sur l'e-commerce parce qu'ils y voient tout simplement la nécessité. Mais aujourd'hui, ils sont totalement perdus. Et voilà, je disais aussi tout à l'heure, parce que j'ai pas la compétence, parce que c'est un truc de geek, peu importe la raison. Du coup, c'est vrai qu'ils sont un peu perdus. Et ils voient aussi, vu qu'il y a de plus en plus d'émissions sur les télé grand public, ce genre de choses-là, que c'est un système qui devient vraiment limite vital. Et c'est un système qui dit que du coup, il y a une plus grande concurrence.
une très forte concurrence en tout cas. Il y a des très gros acteurs qui rentrent, donc il y a des budgets qui sont parfois, j'allais dire pharaoniques, mais ça n'est pas loin. Et aussi, il y a toute une reconsidération de son approche en fait qu'il faut mettre en place quand on va sur Internet, la façon dont tu vas présenter tes produits, la façon dont tu vas faire tes actions, voilà, plein de choses comme ça qu'il faut reconsidérer et qui du coup font vraiment peur. Et même il y a des règles et des codes qui sont très spécifiques à Internet. Moi, je prends par exemple la marketplace Amazon, qui est un partenaire avec qui on travaille pas mal. Quand on regarde en fait quelle est la façon dont les clients et les prospects se baladent sur les pages, on voit en fait par exemple qu'ils vont tous aller sur la buy box. Et du coup, en fait, ils se fichent pas mal de savoir si c'est vraiment la marque qu'ils recherchaient, si c'est un revendeur de la marque. Peu importe ce que c'est, lui, de plus en plus, on voit que les clients, en tout cas sur Amazon, ça c'est sûr, en fait, vont chercher un ordinateur pour ses performances. Et que ça soit telle marque ou telle marque, c'est moins important. Ils rentrent pas dans un magasin comme on ferait en physique. S'ils achètent un vêtement, c'est parce qu'ils le trouvent joli, c'est pas parce que c'est telle marque. Alors bien sûr, il y a malgré tout toujours les images de marque, c'est toujours très important. Il faut savoir travailler dessus. Il y a toute une repenser, mettre le nom de sa collection qui est très précise, que personne ne connaît, parce que je cherchais juste un objet en particulier, et que c'est tombé sur toi parce que tu avais un bon référencement. Je m'en fiche de savoir que c'est le nom de ta collection. Je veux savoir quelles sont ses propriétés et comment ça va répondre à mon problème. Voilà, du coup, je pense les gros sujets que nos clients rencontrent. Et sur Internet, en gros, on va avoir la nécessité d'apporter quelque chose de plus que ce qu'un magasin peut faire, parce que je pense que c'est pas la même expérience qu'il va avoir le client à la fin, qui va rechercher même dans un magasin où les premières choses qui vont venir, ça va être, par exemple, le besoin d'un avis extérieur de la part du vendeur. Ça va être pour des raisons idéologiques, je sais pas, une personne qui peut pas donner de l'argent à un canal qu'il aime pas. Je vais citer Amazon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parfois un peu véhéments face à ce canal. C'est, je sais pas, une personne qui a ses habitudes, il va toujours dans ce magasin, il adore cette marque-là justement, ou même personnellement, c'est quelqu'un qui flâne dans les rues, qui va faire du shopping avec ses amis, avec sa famille, et qui va rentrer dans une boutique et qui va acheter là. Sur Internet, on va quand même être plutôt sur la recherche de quelque chose de précis, ou même d'une inspiration. On va même peut-être imaginer une volonté d'immédiateté, de pas vouloir bouger de chez soi et de se dire voilà, j'ai tout le catalogue de toutes les marques juste devant moi, pourquoi j'irais faire le tour de toutes les villes et muser les pieds et les semelles. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a aussi encore une fois sur la cible, on va avoir en général un public qui est un peu plus jeune que ce que tu peux avoir sur une boutique physique. Donc en gros voilà, c'est le genre de considération qu'il faut vraiment réfléchir quand on décide de se lancer sur Internet. Et je pense pas en fait qu'il y ait vraiment une seule stratégie qui soit possible. Je pense qu'il est indéniable qu'aujourd'hui on a besoin d'être bien vu sur Internet, que les services qui nous permettent d'être bien vus sur Internet aussi, que ce soit le référencement ou ce genre de choses là, devient tout aussi indispensable. Mais c'est pas forcément le seul moyen de vendre. Bien sûr, moi je défends bien sûr ce côté-là, vu que c'est quand même dans cette industrie que je travaille. Mais au final, je pense que la seule vraie règle, c'est vraiment d'être là où nos cibles ont besoin qu'on soit. Si on a une cible très très large, on va viser une stratégie sur beaucoup de canaux, que ce soit physique ou en ligne, pour capter le plus d'attention possible et au mieux. Et si au contraire on a une cible qui va être très précise, je sais pas moi, les femmes de 40 ans dans les grandes villes, on va se focaliser plutôt sur des canaux plus spécifiques. On va répondre vraiment à leurs besoins, à eux spécifiquement, pour s'assurer qu'on touche là où ils vont. Ouais, la seule vraie règle est celle d'être là où sont nos cibles, hein, si on peut ressortir tes propos pour un petit peu imaginer ça. Et du coup, on peut aussi conclure, ou en tout cas sortir le constat que vendre sur Internet, c'est un métier déjà, et à part entière, on peut le dire aussi. Ça, quoi qu'on en dise, oui, j'en suis certain. On a tous vu des émissions un peu sensationnalistes disant des gens qui deviennent millionnaires en 10 minutes en faisant de la revente de la Chine. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est très très marginal. Voilà, exactement. Et du coup, bon, pour la prochaine question, tu y as déjà un petit peu répondu, hein, mais c'est dans la logique des choses. Mais donc vous, chez Shanab, vous êtes, comme tu l'expliquais un petit peu, en lien constant avec des e-commerçants. Quelles sont un petit peu les problématiques qu'ils rencontrent en ce moment? Peut-être des problématiques qu'ils n'avaient pas avant, justement. C'est une bonne question, un peu difficile à répondre parce que ça va vraiment dépendre de où est-ce que la personne en est dans son intégration sur Internet. Bien sûr, les problèmes vont être très différents suivant si on est déjà un acteur remarqué ou si au contraire on se lance. Après, bien sûr, il y a quand même malgré tout des sujets qui viennent un peu en boucle, qui sont un peu toujours les mêmes. Ça va surtout être des questionnements, des peurs. Par exemple, comment je vais réussir à me démarquer face à un gros acteur du marché, comme je disais tout à l'heure. Ou même, je sais que j'ai quelques clients qui vont avoir ce problème-là, où ils vont avoir beaucoup de revendeurs qui sont déjà présents sur beaucoup de canaux de leurs produits. Et en fait, ils veulent reprendre le contrôle. Okay. Et comment je fais pour réussir à me replacer, alors que c'est moi le vendeur de base quand même, pour réussir à capter quand même l'attention quand d'autres acteurs ont déjà des budgets, ils sont déjà bien rodés. Voilà, ça c'est un vrai problème qu'ils vont pouvoir avoir.
Il y a aussi un gros problème de savoir définir où est-ce que je vais pouvoir diffuser et comment je vais pouvoir gérer tous les endroits où j'ai envie d'aller. Surtout qu'en fait, chaque canal, comme tu le sais sans doute, va avoir ses propres critères. Chacun va demander un certain nombre d'informations pour les produits que tu veux mettre en avant. Et ça va pas forcément être la même chose, même si on vend le même produit à la fin. Donc, on n'a pas forcément l'information. Et je pense qu'en fait, sur Internet, tu as quand même besoin d'une précision dans les informations que tu donnes sur tes produits qui est quand même très, très forte. Beaucoup plus que tu peux l'avoir sur un magasin, parce qu'un magasin, les gens, ils le voient. Voilà, tout simplement. Ils disent, bon, voilà, il a telle couleur, il a telle forme, il a telle taille, il a tel poids. Alors que ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir mettre sur Internet, par exemple. Il y a des questions qui sont relatives au budget aussi. Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Est-ce que, comme je disais, par rapport aux gros acteurs et les gros budgets, est-ce qu'il faut que je mette beaucoup d'argent pour commencer et du coup, je vais me faire bien voir et après, je pourrais m'être fait un nom? À quoi ressemblent mes fiches produits? Et aussi, il y a une grosse question qui devient ça depuis quelques mois, années. C'est vraiment la question de la performance. Comment je peux m'assurer que les produits que j'envoie sont ceux qui sont attendus par mon client, hein, qui sont là où il y a une recherche sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui obsède beaucoup les personnes que je peux accompagner parce qu'ils ont envie tout simplement d'être sûrs qu'ils répondent à un besoin et qu'ils perdent pas de l'argent, qu'ils dépensent pas de l'argent et qu'ils jettent pas ça par les fenêtres, tout simplement. Qu'il y ait une conversion au bout, quoi. Bien sûr, c'est exactement ça. Mais ce qui fait que du coup, ouais, c'est pour revenir un peu à la question de base, je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir que il y a vraiment deux types de psychologie des personnes avec qui je peux discuter. La première, c'est la personne qui est sûre à 200% que ça va réussir, qu'il a le meilleur projet, qu'il a les meilleurs produits, ça a toujours marché pour lui, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur Internet. Et il va y aller, et, il va rencontrer quelques obstacles parce qu'il s'y attend pas, normal. Et au contraire, quelqu'un d'extrêmement pessimiste qui dit ça va être trop compliqué, je comprends rien, c'est trop cher, il y a trop de concurrence, je comprends pas. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de me dire où est-ce que je dois aller, quoi faire, et qui a vraiment besoin d'un accompagnement à 360 degrés pour pouvoir vraiment avoir une vraie vision et rester que sur la partie stratégique et la vision image de marque et pas le métier en lui-même du pur technique de l'envoi et de la présence sur Internet. Voilà. Donc il y a une partie vraiment où il faut essayer de rassurer ses clients et surtout essayer de trouver des moyens les plus objectifs possibles pour quantifier le retour sur investissement. Qu'en gros, ils sont en train de réaliser un vrai gain de temps et un vrai gain d'argent et que les solutions qu'ils utilisent sont pertinentes. Donc vraiment deux extrêmes, quoi. Les très optimistes et les très pessimistes. Ouais, exactement. Ouais, c'est assez intéressant. C'est assez difficile de trouver le juste milieu en général avec les clients. Après, bien sûr, quand on les accompagne, on leur donne justement cette vision qu'ils recherchent. Et après, ils se disent bon bah voilà, en effet, je vois. Ouais, on les recentre et ils se disent bon bah d'accord, en fait, j'avais toutes ces idées là, mais je comprends que ça se perde. Moi, j'ai beaucoup de clients qui commencent sur 20 marketplaces et je leur dis dès le début, je leur fais oula 20 marketplaces, vous en avez pour X temps avant de pouvoir vraiment envoyer. Commencez doucement avec là où vous êtes sûr que vous allez faire quelque chose d'un peu pertinent, faites-vous la main et après on commencera les intégrations suivantes. Cette notion un petit peu d'A/B testing aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais, Et c'est du tout coup, aussi. pour continuer notre discussion là-dessus, bon, en ce moment, on parle pas mal de digitalisation du commerce, hein, c'est aussi un petit peu le thème de notre discussion. On le voit un petit peu partout, ce mot-là, digitalisation. Quelle est tout simplement, selon toi, la définition de la digitalisation et pourquoi est-ce que c'est devenu important, voire crucial, hein, je le mets entre parenthèses, aujourd'hui, de se digitaliser? Pour la définition, je pense pas que je vais être révolutionnaire. Je dirais tout simplement que c'est le processus par lequel les entreprises, en gros, du commerce, cherchent à intégrer le monde numérique, Internet. D'ailleurs, je précise pour nos auditeurs que je dis bien numérique parce que digitalisation en français, c'est plutôt ce qui est relatif à l'utilisation du doigt. Donc voilà, le numérique, en général, j'essaie de faire attention là-dessus. Et du coup, blague à part, aujourd'hui, Internet, en gros, je pense que ça représente beaucoup plus qu'un potentiel. On est déjà dans un moment où ça devient presque un manque à gagner de ne pas être présent sur Internet. Même doucement, même petit, mais au moins d'avoir réussi à avoir quelque chose qui tourne, d'être présent. Là, on parle du e-commerce, je parle de retail parce que c'est mes clients principaux, mais même sur un restaurant, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui va dans un restaurant sans lire un avis. Même si on n'est pas un grand community manager qui va permettre de répondre à tous les sujets, etc. Au moins, on est présent, au moins, il y a une base, il y a une existence. Et il y a quelqu'un qui peut aller vérifier ce genre de choses-là. Je pense que c'est important. Et d'autant plus que maintenant, en plus avec le Covid encore plus, il y a de plus en plus de gens qui ont des premières expériences avec un premier achat sur Internet. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de barrières qui sont dues aux peurs ou qui sont dues à n'importe quelle raison et qui poussent de plus en plus de gens à se dire bon du coup je peux continuer et la Covid pour le coup a vraiment permis à beaucoup de gens de se confronter à l'importance et à la réussite d'un commerce numérisé. Moi personnellement, je vois de plus en plus arriver le moment où les consommateurs ils vont arriver dans les magasins physiques parce qu'ils ont été
mis en connaissance des marques grâce à une pub qu'ils ont trouvée sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, ça communique de plus en plus entre les deux. Et je pense que ouais, aujourd'hui, Internet, surtout pour une génération qui bien sûr est plus jeune mais qui devient moins en moins jeune, ça commence à dépasser la télévision, les journaux ou toute autre façon, les affiches ou même le nombre de magasins que tu peux avoir dans le monde ou dans une ville. Aujourd'hui, on a des marques qu'on suit sur Internet, on a des choses qu'on apprécie comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup de chefs d'entreprise, Internet, c'est encore un peu ce lieu obscur où les jeunes écrivent un peu n'importe quoi, ils se recommandent des choses qu'à coup d'effet de mode. Et au final, pour eux, c'est comme si tout se résumait à faire un post terrible sur les réseaux sociaux qu'on a tous pu voir, sur LinkedIn, sur Facebook, avec des avis extrêmement tranchés et racoleurs. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, et malgré tout, ça permet de s'établir, de créer son image, d'être présent et de pas partir d'absolument rien. Et voilà, je pense que aujourd'hui, la digitalisation, la numérisation du coup de notre commerce est plus qu'importante, tout simplement. Même toi, tu t'y perds entre Ouais, voilà. numérisation et J'ai digitalisation. fait le professeur. J'ai fait le professeur et au final, tout à fait. Mais du coup, c'est intéressant de voir, d'entendre ce que tu dis sur, voilà, c'est plus qu'un potentiel, voire d'être presque un manque à gagner de pas être présent aujourd'hui, sur internet. Tu parlais du coup tout à l'heure du physique et en même temps du digital, du numérique. Donc on parle aussi beaucoup donc d'omnicanalité. Quelles sont selon toi les clés pour bien lier et équilibrer justement la vente physique et digitale? Comme je disais tout à l'heure, je pense que l'omnicalité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte. Et je ne crois pas au tout numérique, du moins pas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'avantages à être présent sur des boutiques physiques. Notre vie, elle est de plus en plus sur Internet, ça c'est sûr et certain. Mais les gens, ils continuent à aller en ville, ils continuent à vouloir aller au restaurant pour sortir de chez eux. Ils continuent à vouloir voir une télévision dans un magasin parce que ça va être un gros achat, une grosse dépense, et ils ont besoin de le voir en physique, c'est-à-dire que c'est vraiment savoir vraiment ce qu'ils achètent. Je peux même donner mon exemple parfait. J'ai acheté ma machine à laver il y a pas longtemps par moi-même dans un magasin parce que j'avais pas envie d'attendre une livraison entre 7h30 et 22h. Donc du coup, voilà, c'est quand même aujourd'hui, il y a encore des réalités qui existent et qui donnent un vrai avantage à des magasins physiques. Donc, la stratégie d'équilibre, pour répondre à ta question, je pense qu'elle s'analyse surtout par le parcours client. Aujourd'hui sur Internet, on a les cookies qui sont bien connus, qui permettent de faire justement tous ces tracking qui me permettaient de te dire pas sur Amazon que les gens vont directement sur la buy box. Mais on a tous eu cette expérience quand on va chez Ikea par exemple, où tu vas finalement acheter un luminaire alors que tu voulais acheter un pouf pour chez toi, parce que t'es passé devant et tu te dis ah c'est joli, la mise en scène était sympa, que tu ne vas pas être capable de retrouver directement sur Internet. L'achat impulsif. Ouais, On connaît l'achat tous. impulsif, voilà, ouais, on connaît tous, exactement. Donc, le client est roi, tout simplement, c'est un peu la clé à tout. Et je pense que je compte même plus mes prospects qui m'expliquent que les outils qu'ils utilisent ne fonctionnent pas parce que leur produit il est absolument exceptionnel. On est plutôt sur les côtés des optimistes dont je te parlais tout à l'heure. Et donc le problème vient forcément des outils ou d'internet très large du coup et pas de la stratégie ou encore une fois l'exemple que je te donnais sur les noms de collection, ça c'est vraiment un grand classique où c'est en général assez compliqué de leur expliquer que le fait que leur tapis de souris qui s'appelle, je sais pas, X, mais qui a une grande connaissance en interne, qui est le best-seller, mais en fait, pour quelqu'un qui achète son tapis de souris, il s'en fiche de savoir si c'est la collection X ou Y. Il veut juste un tapis de souris qui lui plaît, avec un beau design, tout simplement. Ouais, et puis il y a aussi, trouver cette notion, d'équilibre entre les 2, parce que un petit peu comme on l'expliquait tout à l'heure, les canaux, chacun a ses spécificités. Le physique et le e-commerce, l'ont également, et c'est comme tu disais, pour la livraison, c'est vrai que on est obligé d'attendre chez soi, alors que, quand tu vas en magasin, tu peux l'avoir tout de suite maintenant ou avoir une heure précise, une date précise. Bon voilà, il y a toute cette notion-là aussi à travailler, je l'imagine, que tu peux rencontrer, au travers de ton travail également.
Bien sûr, dans ce que je disais dans le parcours client, j'inclus aussi la segmentation de ta clientèle. Encore une fois, tu vas parler à un père de famille qui veut acheter son écran plat, il va pas avoir la même réaction et la même façon de l'acheter qu'une personne de 20 ans qui regarde la télé une fois tous les 6 du mois ou juste pour pouvoir plug sa PlayStation et faire des FIFA avec ses potes en ligne, quoi. C'est pas forcément le même rapport et la même réaction à l'achat, forcément. Et du coup, pour résumer, quelles seraient un petit peu, tes bonnes astuces à donner aux e-commerçants qui sont déjà établis ou ceux qui souhaitent se lancer, qui ont un projet et qui sont pas encore, je dirais sur le marché? Bah, je dirais déjà que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Alors beaucoup plus simple, ça veut pas dire que c'est très simple, mais aujourd'hui, je pense qu'on en est arrivé quand même à une certaine maturité dans le e-commerce où les personnes qui accompagnent ou qui ont une connaissance du secteur ont une connaissance d'expert. C'est plus une sorte de balbutiement des débuts. Et il y a des choses qui marchent très très bien, qui automatisent très très bien, qui accompagnent très très bien. Et du coup, il faut savoir se faire accompagner des bonnes personnes et des bons outils. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important parce qu'aujourd'hui, à la main, c'est devenu assez compliqué, surtout si on a une stratégie qui est quand même d'être visible sur le plus d'endroits possible. Alors, ça ne veut pas dire que demain, il faut accepter toutes les offres premium que les commerciaux peuvent vous vendre quand ils vous appellent pour un démarchage. Mais en gros, il faut réussir à accepter que ça va être un jeu un peu long terme, mais qui est largement maîtrisé par beaucoup d'acteurs et qu'il y a encore beaucoup d'opportunités qui existent sur Internet. Donc voilà, cette partie psychologique, si j'ose dire, est, je pense, relativement importante pour se Rassurante. lancer et rassurante, voilà. Après, il faut vraiment réussir à comprendre un peu les grands enjeux. Qu'est-ce que ça va être un SEO, qu'est-ce que ça va être un SEA, donc référencement naturel ou référencement payant. Quels sont les canaux, encore une fois, où nos clients sont les plus présents. Ça, il faut vraiment faire une sorte de benchmark pour vraiment comprendre où en est notre marché et notre clientèle. Et encore une fois, tous les outils qu'on va pouvoir utiliser vont nous assurer que nos produits seront vraiment bien identifiés et que du coup, on va être mis en avant par les différents outils et par les différentes marketplaces, les différents réseaux sociaux, les différents sites d'affiliation. Ça serait mon deuxième, c'est vraiment réussir à faire cette vraie autocritique en fait au final et que notre réussite présente ne veut pas dire qu'on réussira sur Internet dans le futur. Et la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut savoir être patient. Ouais, j'ai quand même beaucoup de clients qui s'imaginent avoir des résultats exceptionnels en un mois, faire des 200% de croissance ou ce genre de choses-là. Encore une fois, c'est pas que ça ne peut pas arriver, mais en général, c'est qu'il y a déjà une attente très forte sur le produit où il y a vraiment une très forte identification de marque qui fait qu'on va vous retrouver tout de suite. Mais pour des gens qui sont un peu moins, c'est pas des grands Nike ou ou des Conforama ou ce genre de choses-là, on va falloir attendre un minimum de 3 mois, faire des petits ajustements, bouger des budgets, pour commencer à voir si notre stratégie a vraiment un bon impact. Donc pour résumer du coup, et un petit peu lister, toutes ces bonnes astuces, ces bons conseils, d'abord, tu veux être rassurant et tu as raison de l'être. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui sont là pour maîtriser et ne pas partir dans tous les sens et se trouver je dirais une ligne directrice pour le début, en tout cas, de son projet, si on est sur le début. On peut se faire accompagner aussi facilement et là aussi avec des outils. Tu parlais des fiches produits, ensuite pour, voilà, commencer à être visible, bien travailler son SEO, notamment, puisque c'est le référencement naturel, donc «gratuit» entre guillemets, si je peux dire ainsi. Et ensuite, voilà, réfléchir où tu veux être présent, sur quels canaux, lesquels sont les plus adaptés à ta future clientèle et à ton produit. Et puis surtout, ton dernier point qui est peut-être le plus important, être patient. C'est pas forcément évident, on en a conscience, mais voilà, le fait de savoir attendre, et de voir un petit peu plus loin pour que les résultats arrivent, c'est pas toujours évident, donc il faut aussi en avoir conscience, évidemment. Bien sûr, il faut accepter que c'est un investissement, ça c'est sûr et certain. Du coup, maintenant, on va peut-être un petit peu plus parler, je dirais, de la vente de demain. On se projette déjà un petit peu dans le futur, même s'il y a déjà des choses qui sont en place. Tu vois, par exemple, on peut parler de NFT, de métaverse, tu vois, du Web3, tout ce qui est un petit peu déjà là, mais on n'a pas forcément c'est pas vraiment tangible pour l'instant. Quelle est, selon toi, la vente de demain, justement? Je pense que tu as déjà un peu tout dit. On le sent, on voit qu'il y a un potentiel, mais on est encore, je pense, sur quelque chose de très très jeune. C'est des sujets qui sont un peu à la mode aujourd'hui, hein. Combien d'articles on peut voir
sur les métaverses, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, j'avais pu voir il y a pas très longtemps Mark Zuckerberg se plaindre un peu du fait qu'il dépense des milliards dans son métaverse et qu'au final, le nombre de personnes qui s'y connectent est quand même très limité. Donc, ça veut pas dire que c'est un projet qui ne marchera pas, qui ne va pas évoluer, mais ça montre quand même encore ce côté très, très jeune et qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher pour espérer en faire encore une vente. Je vois encore aujourd'hui, du coup, il y a quand même des applications dans des industries qui sont quand même de pointe ou qui ont des adaptations vraiment très spécifiques qui sont pas encore, je pense, totalement à l'ordre du jour pour des entreprises plus classiques comme les clients que je peux accompagner aujourd'hui. Mais après, oui, bien sûr, il y a des vraies applications. Moi, je vois notamment la question de la blockchain qui est liée au Web3 dont tu parlais. Ça répond à des vrais problèmes de sécurité, à des vrais sujets qui sont de savoir comment tracer une bonne information, s'assurer qu'elle n'a pas été corrompue. Je pense qu'on va être capable d'en faire quelque chose. Ça va être capable d'être mis dans des applications, ça va être capable de créer des paiements sécurisés, par exemple, ou ajouter des services annexes. Bien sûr qu'il va y avoir des applications qui seront importantes. Tu prends les NFT dont tu parlais aussi. Aujourd'hui, on voit déjà que l'industrie qui a vraiment apprécié ça, c'est l'art. Il y a beaucoup de spéculation sur ce genre, sur les NFT. Est-ce que derrière, on arrivera à en faire autre chose sur des produits de tous les jours? Je vois des éditions limitées de chaussures, par exemple. Pourquoi pas? Ça pourrait être une possibilité. Mais je pense pas aujourd'hui qu'on est encore totalement sur un sujet encore assez mature pour que ce soit une obligation d'y aller tout de suite. Euh, Moi, je pense, j'en ai déjà un peu parlé, que la vraie chose qui est d'actualité, ça va être vraiment la question de la data. Je le rencontre vraiment beaucoup. Ouais, c'est être capable en fait de trouver un peu le chemin de route qu'on va pouvoir suivre pour s'assurer une performance un peu vraiment réussi quoi. Donc comment on va récupérer la data, comment on va l'exploiter surtout, parce que c'est bien d'avoir beaucoup de data, mais si derrière on n'en fait rien, c'est pas très utile. Et on voit nous dans les clients qu'on accompagne des sociétés, des toutes petites sociétés qui vont avoir très peu de références, mais qui vont avoir des chiffres absolument hallucinants. Parce qu'ils ont réussi à vraiment trouver le best-seller de leur catalogue qui va réussir à aller chercher tous les scores et pour des tout petits budgets, réussir à avoir des ventes vraiment extraordinaires. Et on va avoir des acteurs qui sont souvent un peu plus gros, qui vont faire d'énormes chiffres d'affaires parce qu'ils vont vendre énormément, mais les marges sont toutes petites, il y a très peu de bénéfices et au final, du coup, suivant encore une fois les clients qu'on peut avoir et notre cible, avoir beaucoup de ventes de volume ou avoir très peu de ventes mais qui vont rapporter beaucoup, suivant ce qu'on vend et suivant notre clientèle, ça peut être très important. Donc la data, je pense, est vraiment l'enjeu du moment, clairement. Ouais, au final, quand on parlait tout à l'heure des métaverses, un petit peu toutes ces innovations qui arrivent, c'est assez intéressant ce que tu disais, puisque avec E-Commerce Nation, on était sur un événement il y a pas très longtemps, là, sur le mois d'octobre, où il y avait justement une conférence sur la digitalisation avec des acteurs du retail. Et certains disaient: «Bah, voilà, moi, je suis déjà à fond, dans le métaverse, on va mettre ça en place, ça en place, ça en place». Et d'autres disaient: «Mais alors moi, j'y crois pas du tout et je crois pas du tout, à ça pour mon business, on va rester dans ce qu'on sait faire et on trouve pas encore, le sens et l'issue, de toutes ces technologies». Donc ouais, c'est assez intéressant de voir justement, bah, voilà, les avis qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a aussi, pour l'instant, c'est pas vraiment ce que c'est, je dirais. Il y a encore peut-être un problème d'éducation là-dessus. Où est-ce qu'on peut aller avec tout ça? On sait que c'est là, on sait qu'il y a une révolution qui se trame, et au final, toi, tu nous parles de la data, et là, du coup, tu nous as parlé d'exemples concrets, donc c'est aussi intéressant. Par rapport à ça. Mais voilà, j'avais envie de te poser cette question pour avoir ton point de vue, toi qui es en ton contact avec, bah, voilà, tous tes clients, toutes les semaines, voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Oui, c'est ça, c'est assez, je pense assez partagé, mais c'est comme toute grande évolution technologique. On peut prendre le Minitel par rapport à Internet, par exemple. Pourquoi c'est l'Internet qui a gagné et pas le Minitel? Pour plein de raisons. Et il y a des gens qui étaient pro Minitel, des gens qui étaient pro Internet, des gens qui étaient pro rien du tout. On savait pas si ça allait avancer. Au début, c'était militaire, puis ça s'est développé. Il y a sans doute beaucoup de technologies qui se sont arrêtées, qui avaient beaucoup de potentiel. Donc, je pense que c'est des sujets qui sont à suivre, définitivement.
mais essayez de voir avant de se lancer. Lancez-vous déjà sur Internet, soyez présents sur les moteurs de recherche et il y aura déjà largement à faire avant de se lancer dans le NFT, je pense. Ouais, tu vois, t'es pas le premier à nous parler de la data, donc c'est qu'il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Justement, quand on parle de demain, quels sont vos projets futurs chez Chanable? Chez Chanable, du coup, comme je disais en introduction, nous, on est du coup néerlandais et comme je vous disais, moi, j'habite du coup aux Pays-Bas pour le marché francophone, ce qui fait que du coup, on se développe en fait sur toute l'Europe, ce qui fait que du coup, on a encore cette volonté de réussir à être le plus présent et accompagner le plus de clients possible. On a la chance d'être les leaders du marché sur le marché du Benelux et on veut essayer de l'atteindre du coup sur le plus de marchés européens possible. On a également ouvert là cette année un bureau à New York. À Manhattan, ce qui fait que du coup on essaie d'attaquer le marché américain pour se développer là-bas. Et on essaye justement, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que c'est un sujet que j'ai vraiment au quotidien, on essaie beaucoup de travailler sur la partie data, parce qu'on sait que c'est vraiment là qu'il va y avoir le grand tournant, le plus proche en tout cas. Donc on essaie de développer de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir des ROS les plus précis possibles, des POAS aussi, qui est un nouveau concept que j'ai entendu il y a pas trop longtemps, il y a quelques années maintenant, mais tout de même, qui va vraiment être POAS, de Profit on Unspent. Donc c'est combien de bénéfices on va faire par diffusion commerciale qu'on fait. En gros, quand ROAS, c'est combien d'argent je récupère, de revenus je récupère sur 1 euro dépensé. Le POS, c'est quel est le profit que je vais réaliser sur une annonce commerciale. Ok, très complexe. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de travailler. Oui, comme je te dis, c'est des informations qui permettent vraiment d'affiner sa stratégie au mieux et de performer parfois à des vitesses justement, j'avais envie de dire numériques, pour s'assurer qu'on est vraiment sur toujours la bonne target et qu'on va faire les ventes les plus pertinentes et les plus rémunératrices, vu que c'est un peu le but quand même malgré tout à la fin. Ouais, il y a un bel enjeu justement avec le lancement sur le marché américain là, ça va être intéressant de suivre ça de près. Ça c'est tout nouveau, hein. Tu disais le nouveau Ouais. bureau à New York, c'est ça? Oui, on l'a ouvert il y a quelques mois à Manhattan, tout à fait. Et on développe bien. On est déjà 5 collaborateurs, si je me trompe pas, aux États-Unis. Donc ça se passe bien. Pour le moment, la croissance est bonne. On va suivre ça avec attention. Je te remercie en tout cas. On a fait déjà un bon tour d'horizon pour essayer de répondre à la question du mieux possible comment vendre aujourd'hui. Voilà, on a parlé de digitalisation, voire de numérisation du commerce. Comme à mon habitude, si tu veux, je peux te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à ajouter pour conclure cet échange. Oui, merci en tout cas pour l'invitation, c'était très sympathique. Comme mot de la fin, je dirais, je pense que c'est un peu le sujet de tout ça malgré tout. N'hésitez pas à vous lancer sur Internet. Je pense que c'est un vrai besoin, une vraie chose à faire. C'est le moment pour le faire en tout cas. C'est beaucoup moins risqué que ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, il faut être accompagné des bonnes personnes, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter extrêmement cher ou qui va vous demander un changement totalement radical de la stratégie. C'est plutôt se donner l'opportunité, je dirais, de repenser ses offres et de donner un renouveau dans la façon dont on va s'adresser à notre cible et à nos clients potentiels et même éventuellement aller chercher des clients qui aujourd'hui ne sont pas touchables sur la stratégie qu'on peut avoir quand on n'est pas sur Internet. Super, écoute, je te remercie beaucoup Benoît, une nouvelle fois d'avoir échangé avec moi sur tous ces sujets, sur la numérisation justement du commerce, de nous avoir parlé de Chanable ou de Shinable aussi, on sait qu'on peut dire les deux dorénavant. Donc voilà, je te souhaite une très belle continuation et plein de beaux projets à venir et plein de belles réussites en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi, au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.